Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bonjour. Nous poursuivons les travaux de notre mission d'information intitulée « Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'IA générative transforme notre éducation et notre culture » en compagnie ce matin de M. Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, accompagné de M. Ludovic Pouilly, responsable des relations institutionnelles, M. Antoine Monin, directeur général de Spotify, France et Benelux, Mme Olivia Régnier, directrice des affaires européennes, M. Romain Takeo, directeur de l'analyse des contenus, M. Pierre Larjas, directeur France de Cobuz, Mme Catherine Reichert, directrice de la communication, et M. Marc Zisman, directeur musique de cette même entreprise. J'ai oublié personne? Non, tout va bien, bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation afin de discuter des effets de l'IA générative sur la filière musicale. Donc, nous sommes en audition publique. Il n'y aura pas beaucoup de députés en face de vous, à part Madame la rapporteure et moi-même, mais ils pourront suivre en direct sur le site de l'Assemblée nationale nos débats et nos échanges. La filière musicale, et a fortiori celle du streaming, est bouleversée par l'essor de l'intelligence artificielle générative. Dans une étude récente menée par l'Institut Ipsos pour Deezer, 97% des personnes interrogées reconnaissent ne plus être capables de distinguer une musique générée intégralement par une IA d'une création humaine. En effet, les plateformes de streaming regorgent aujourd'hui de faux musiciens, et de faux groupes de musique en réalité intégralement modelés par l'IA. Le faux groupe The Velvet Sundown avait par exemple cumulé l'été dernier, près d'un demi-million d'auditeurs sur Spotify. Comment vos différentes plateformes de streaming appréhendent-elles ce phénomène? Il y a 1000 autres questions que Madame la rapporteure ne va pas manquer de vous poser. Donc je passe à la suivante, au thème suivant. En outre, au-delà des évolutions techniques, l'essor de l'IA générative pose des questions en termes de respect des droits d'auteur et d'équilibre économique de la filière. Nous vous entendrons aussi sur ce point. Donc je vais passer la parole à Madame la rapporteure, mais je vais d'abord vous la passer à vous, par organisation, enfin si j'ose dire, je vais passer le terme, en tout cas par instance ou par institution, pour une durée de maximum 5 minutes, parce qu'il faut laisser le temps à Madame la rapporteure d'aller au fond du sujet. Donc si vous voulez bien commencer, monsieur, comme vous voulez. Alors, pour prendre la parole, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est devant vous, le micro se met en rouge et vous avez à ce moment-là la parole. Vous voulez y aller? Allez-y. Excusez-moi, j'ai pas très bien. Vous pouvez. Vous souhaitez que je prenne la parole sur quel sujet? Un résumé ou... Oui, j'aurais dû vous le dire. Un propos liminaire, introductif, excusez-moi, je pensais que ça allait de soi. Si vous voulez, si vous en avez préparé un, vous n'êtes pas obligé. D'accord. Vous pouvez attendre les questions, si vous voulez. Je pense qu'on peut... Vous voulez pour votre question, ouais. Bon, d'accord. Quelqu'un veut-il prendre la parole de manière liminaire? Oui, madame. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour votre invitation, que nous apprécions d'autant plus parce qu'effectivement, le secteur de la musique est un nouveau tournant révolutionnaire, je dirais, avec la création, le développement de l'intelligence artificielle. Nous avons préparé quelques propos liminaires, effectivement, qui résument notre propos, et nous serons heureux d'y revenir dans les questions-réponses. D'abord, une rapide présentation de Spotify, plateforme suédoise créée à Stockholm, leader mondial actuellement du streaming audio. Nous sommes présents dans plus de 180 pays dans le monde et avec plus de 750 millions d'utilisateurs. Nous offrons le catalogue de musique mondiale avec également des podcasts et des livres audio depuis plus d'1 an. Vous savez que le streaming a été créé en réponse à la crise de l'industrie de la musique. Et maintenant, la principale source de revenus pour cette même industrie a vraiment ramené de la valeur à la musique et pour les créateurs. Nous avons, l'année dernière, en 2024, reversé en France plus de 300 millions d'euros au secteur de la musique et aux créateurs. Quelques éléments fondamentaux pour bien comprendre notre modèle. D'abord, notre catalogue est basé sur des licences que nous obtenons auprès des ayants droit, pour lesquelles nous payons 2/3 de nos revenus. Ensuite, Spotify ne crée pas de musique. Nous n'avons pas non plus d'accord de partenariat avec des plateformes d'IA générative pour la musique. Et nous ne permettons pas non plus à nos utilisateurs de télécharger de la musique sur Spotify. Nous ne sommes pas dans ce sens un réseau social. Nous sommes également une plateforme basée sur l'abonnement. Et ça, c'est fondamental, parce que qui dit abonnement dit que nous devons convaincre nos utilisateurs de payer pour nos services, et ça implique que nous devons donner de la valeur à nos utilisateurs, et ça va sous-tendre une bonne partie de nos commentaires. Quel est le rôle de l'IA chez Spotify? Nous l'utilisons depuis le début. Largement pour les systèmes de recommandation, qu'elles soient algorithmiques, que ce soit des recommandations pour des playlists,
pour améliorer les playlists, les suggestions de titres. Et donc c'est un système que nous connaissons depuis très longtemps. Ce système est évidemment maintenant bouleversé avec la création de l'IA générative qui introduit de nouvelles données. D'une part, je voudrais commencer par dire que c'est une nouvelle transformation technologique qui n'est pas la première dans le secteur de la musique. Il y a eu la numérisation, il y a eu la piraterie, il y a eu l'arrivée du streaming. Donc chaque nouvelle technologie crée une transformation et oblige à une adaptation. Dans ce sens, nous voyons actuellement l'IA générative, je dirais, dans 3 catégories principales. La première, c'est le fait qu'elle peut aider des créateurs à créer plus de musique et mieux. Donc nous voyons vraiment ça comme un instrument de progrès, de créativité, et nous voyons de plus en plus d'artistes et de producteurs utiliser l'IA générative pour créer de la musique. À l'autre extrême, nous avons la fraude. Nous avons effectivement l'IA qui est utilisée pour créer des spams, pour créer des faux profils, et donc pour vraiment créer des choses qui préjudicient directement les artistes et qui sont totalement illégales. Au milieu, il y a une catégorie de musique créée par l'IA générative qui n'est pas nécessairement illégale, mais qui est donc une zone au milieu d'IA en grande partie purement générative. De notre côté, nous avons quelques grands principes fondateurs chez Spotify par rapport à l'IA. D'abord, l'importance de la protection de la propriété intellectuelle. Nous sommes basés sur des licences et nous croyons dans le principe de la rémunération des créateurs pour toute utilisation de leur création. Ensuite, le deuxième point, c'est l'importance de l'humain et de la créativité. D'un point de vue des utilisateurs, nous voyons chez nos utilisateurs l'importance pour eux de se connecter avec des personnes humaines, avec des artistes, de les suivre, d'aller les voir en concert. Et donc nous voyons chez les utilisateurs ce véritable besoin de lien avec un créateur. Ensuite, nous voyons dans les chiffres que même si l'augmentation des titres créés par l'IA continue à se développer, ce n'est pas la musique qui a du succès, ce ne sont pas les titres les plus écoutés, ça continue à être de la musique créée par des vrais créateurs et des humains. Du point de vue de Spotify, pour la même raison, l'humain et la créativité restent fondamentales. Pourquoi ? Parce que la valeur de notre service, ce qui convainc nos utilisateurs de continuer à rester sur Spotify et de payer l'abonnement, c'est le lien avec les créateurs. C'est la connexion entre des fans et entre les créateurs. Et c'est pour ça que nous voyons ceci comme un élément fondamental de la valeur de notre service dans lequel nous voulons continuer à investir. Nous voulons que nos utilisateurs aient un sentiment positif quand ils quittent notre plateforme, et l'étude le montre très clairement par rapport à des réseaux sociaux ou à d'autres styles de plateformes. Spotify et le streaming est une des plateformes où les utilisateurs sont les plus contents de passer du temps. Et donc, c'est pour ça que pour nous, nous voulons distinguer et continuer à distinguer dans notre soutien aux artistes et dans notre approche de la musique, la différence entre la créativité humaine, même si elle peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, les utilisations frauduleuses que nous combattons, et nous allons revenir là-dessus. Donc, pour nous, le point principal, finalement, ce n'est pas uniquement la création de morceaux par l'IA générative, c'est la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle, la lutte contre la fraude et la transparence aux utilisateurs. Pour lutter contre la fraude, que faisons-nous ? Je vais mentionner 3 éléments sur lesquels nous reviendrons dans les réponses. D'abord, la fraude contre usurpation d'identité. On voit effectivement des outils d'IA qui facilitent la création de clones vocaux, l'appropriation de comptes, l'exploitation d'identité. Nous avons mis en place par rapport à ça une nouvelle politique qui concerne les clones vocaux. Et je voulais vous le dire en exclusivité, nous allons annoncer plus tard aujourd'hui que nous lançons de nouveaux outils pour lutter notamment contre l'usurpation d'identité, pour aider les artistes à se protéger contre l'usurpation d'identité. Deuxième chose, le spam. L'intelligence artificielle permet effectivement de générer de nombreux streams artificiellement pour saturer les plateformes avec des créations parasitaires. Nous avons également créé un nouveau filtre anti-spam musical qui permet d'identifier et de marquer le téléchargement de morceaux frauduleux pour s'assurer qu'ils ne soient pas recommandés. Ensuite, évidemment, par rapport au spam en général et à la fraude, ça fait déjà longtemps que nous avons en place des systèmes anti-fraude très efficaces qui permettent de lutter contre la fraude, que ce soit via IA ou pas. Ensuite, la transparence, autre élément important. Nous comprenons tout à fait que c'est un élément fondamental pour notamment les utilisateurs. Et maintenant, nous voyons de nouveau une approche nuancée. De plus en plus, les créateurs utilisent l'intelligence artificielle quand ils font de la musique.
Donc nous avons un nombre croissant de musiques avec une part d'intelligence artificielle. Donc il y a d'humain, il y a d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que nous voulons avoir une approche nuancée par rapport à l'identification. Comme je l'ai dit, nous voyons une énorme quantité de titres uniquement générés par l'intelligence artificielle qui sont peu écoutés. Et ce que nous voulons faire en tant que plateforme, c'est une approche responsable en accord avec le secteur, en accord avec également les artistes, les producteurs et les autres plateformes pour avoir une approche standardisée où nous avons des normes qui sont les mêmes pour tout le monde et donc transparentes. Et c'est là-dessus que nous travaillons et nous allons revenir là-dessus. Donc en conclusion de cette introduction, pour nous, nous voyons que l'IA est de plus en plus intégrée dans la création. Nous voyons ça vraiment comme un élément de progrès, de compétitivité, de créativité. Nous sommes convaincus de la valeur de l'humain et nous continuons à investir dans l'humain. Et ensuite, nous allons évidemment continuer à lutter contre les usages frauduleux et à développer nos instruments de lutte. Voilà. Pour l'introduction, je vous remercie et nous reviendrons aux questions par la suite. Merci beaucoup, madame. D'autres interventions liminaires? Oui, je vous en prie, monsieur Largès, oui. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous donner l'opportunité aujourd'hui de nous exprimer sur un sujet qui touche directement à la création artistique et à l'avenir de notre écosystème culturel. J'ai l'immense plaisir d'être accompagné aujourd'hui de mes deux collègues, Catherine Recher, directrice communication, et Marc Zisman, directeur de la musique. Qobuz est une plateforme française de streaming et de téléchargement musical créée en 2007 et fondée sur une conviction simple: la musique n'est pas un contenu. C'est une expression humaine, une intention artistique. Et cette conviction n'est pas un slogan, elle structure l'intégralité de nos choix économiques et éditoriaux depuis près de 20 ans. Permettez-moi dans un premier temps de rappeler notre proposition de valeur qui repose sur 3 axes. D'abord, permettre d'écouter toute la musique dans une qualité sonore sans compromis, fidèle au vrai son des artistes. Ensuite, c'est d'offrir une expérience musicale humaine, authentique et éditoriale portée par la passion et l'expertise de nos équipes. Et enfin, soutenir la filière musicale en générant un taux de reversement moyen par stream parmi les plus élevés du marché, transparent, puisque nous sommes la seule plateforme à l'avoir publié officiellement et validé, 18 € pour 1000 streams, et un revenu moyen par utilisateur de 118 € annuels contre 21,80 € pour la moyenne marché, c'est-à-dire un peu plus de 5 fois. 4 caractéristiques nous distinguent aujourd'hui. D'abord, un capital majoritairement français et indépendant. Dans un marché dominé par des acteurs extra-européens, c'est un fait rare. Une offre d'abonnement 100% payante, sans version gratuite, financée par la publicité. C'est un choix assumé pour préserver l'expérience artistique sans interruption des œuvres. Et aussi un modèle plus vertueux pour la rémunération des ayants droit, jusqu'à 7 fois plus selon le SNEP. Ensuite, le téléchargement définitif en haute résolution via l'achat. Un modèle de distribution qui est lui aussi plus rémunérateur pour les artistes et les ayants droit, à contre-courant d'un marché aujourd'hui largement dominé par le streaming et qui s'inscrit dans des tendances de consommation responsables. Enfin, une curation 100% humaine qui sélectionne, raconte et fait découvrir la musique avec exigence pour guider les auditeurs dans un monde saturé de contenu et qui exclut structurellement les contenus d'intelligence artificielle de toute mise en avant. Qobuz compte 130 collaborateurs, tous actionnaires, dont 90% sont basés à Pantin, en banlieue parisienne. Nous sommes une entreprise familiale, à capital majoritairement français, donc, et présente dans 26 pays. Les États-Unis sont devenus notre premier marché et plus de 80% du chiffre d'affaires total est réalisé à l'export. Face à l'essor de l'intelligence artificielle générative, notre position est claire et assumée. Nous ne sommes ni dans le rejet ni dans la fascination. Nous reconnaissons que l'intelligence artificielle est une opportunité majeure pour la culture et l'éducation lorsqu'elle est utile et permet d'améliorer certains processus techniques. Et nous formons activement nos équipes à ces outils. Néanmoins, nous opérons une distinction fondamentale entre 2 usages radicalement différents. L'IA outil, au service de l'artiste, que nous soutenons, et l'IA substitut, que nous refusons de promouvoir. Si dans un cas, l'une permet d'accélérer certains processus dans la réalisation de l'œuvre musicale sans en étouffer l'intention artistique, l'autre produit de manière autonome des contenus sans intention artistique, majoritairement conçus pour saturer les catalogues ou alimenter des logiques de fraude au streaming. Cette position est le fruit d'un choix à la fois culturel, économique et politique. Culturel d'abord. Un modèle entraîné sur des données existantes tend par nature à reproduire, à homogénéiser, à uniformiser. Cela menace directement la diversité musicale. C'est le cas notamment des genres musicaux moins grand public ou encore des scènes locales et européennes souvent marginalisées au profit des catalogues dominants. Économique ensuite. La production massive de contenus générés par intelligence artificielle dilue directement la valeur et rend la traçabilité difficile, voire impossible. Derrière chaque œuvre humaine, il y a une multitude de créateurs qui doivent pouvoir vivre de leur travail.
Saturer les plateformes avec les contenus artificiels fragile cet équilibre, une perte potentielle de 24% de leurs revenus d'ici 2028, selon le CISAC, Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Politique enfin. Au sens concret, il est nécessaire de clarifier qui fixe les règles, imposer de la transparence sur les données d'entraînement et garantir aux ayants droit le contrôle de l'usage de leurs œuvres. Face à des acteurs globaux qui sont déjà en mouvement, c'est une question de souveraineté à laquelle cette mission peut apporter des réponses concrètes. Face à ces enjeux, Cobuzz a formalisé ses engagements dans une charte IA publiée en février 2026 qui repose sur 4 principes clés. Le premier, une sélection éditoriale 100% humaine. Aucune playlist ni mise en avant n'est décidée par un algorithme. Ce sont nos experts qui choisissent, contextualisent et transmettent des contenus entièrement rédigés par des humains. Ensuite, des recommandations personnalisées qui privilégient structurellement les artistes humains. Nos algorithmes s'appuient sur des métadonnées d'artistes reconnus fournis par des partenaires de confiance. Les contenus générés par IA sont exclus de nos systèmes de recommandation. Une tolérance zéro face à la fraude. Les flux artificiels sont exclus des rémunérations. Chaque euro généré par nos abonnés revient aux créateurs légitimes. Et enfin, une protection stricte des données. Ni les œuvres de notre catalogue, ni les données d'écoute de nos abonnés ne sont utilisées pour entraîner des modèles d'IA tiers. Ces engagements sont les nôtres, mais ils ne suffisent pas à l'échelle du secteur. C'est précisément la raison pour laquelle les travaux de cette mission sont importants. Nous exprimons 3 attentes concrètes vis-à-vis du législateur. La première, une transparence obligatoire sur les bases de données d'entraînement pour que les ayants droit sachent si leurs œuvres ont été utilisées et puissent faire valoir leurs droits. Nous allons plus loin en intégrant dans nos contrats des clauses interdisant la livraison de contenus 100% générés par IA. Ensuite, un système d'autorisation préalable, dit opt-in en anglais, avec une granularité suffisante pour distinguer les usages. Par exemple, autoriser l'usage éducatif de son œuvre, mais en refuser toute exploitation commerciale. Nous saluons d'ailleurs les réflexions en cours sur la présomption d'utilisation, inversant la charge de la preuve, ainsi que la création d'un tiers de confiance qui centraliserait les refus et contrôlerait les données d'entraînement sans exposer de secrets industriels. Enfin, harmoniser ces obligations à l'échelle européenne, tant ces enjeux dépassent les frontières nationales et appellent des réponses à la hauteur des acteurs auxquels nous faisons face. Il en va de notre souveraineté et de la préservation de la diversité culturelle européenne. La charge de la preuve et du contrôle ne doivent pas peser uniquement sur les plateformes de diffusion. L'obligation de transparence doit s'imposer aussi en amont à ceux qui produisent et fournissent ces contenus. Chez Cobuzz, nous nous tenons résolument aux côtés des créateurs et restons engagés à contribuer activement aux travaux de cette mission. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Bien, la parole est à madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces premiers propos qui ont bien pesé la révolution en fait, que fait l'IA générative dans votre secteur musical, qu'on a connu d'autres. J'ai l'impression qu'on dépasse un peu les précédentes. Vous en avez cité la numérisation avec les usages de la piraterie qui a été fait. Aujourd'hui se pose une question que vous avez été plusieurs à aborder, c'est l'IA n'est pas forcément qu'un outil au service de la création, c'est parfois un élément qui va aller à l'encontre de la création avec un usage frauduleux. Ce qu'on aimerait savoir pour une première série de questions, c'est comment on peut détecter ou pas faut-il détecter l'utilisation d'intelligence artificielle générative dans les œuvres, et donc pas seulement les contenus, mais les œuvres que vous accueillez sur les plateformes. Peut-on Donc première question, peut-on le détecter? Faut-il le détecter? Est-ce que les détections d'usage de l'intelligence artificielle générative devraient entraîner une labellisation, un étiquetage de l'utilisation? Comment déterminer le niveau? À partir du moment où il y a cette détection, est-ce qu'il faut mettre de côté ces œuvres? Et d'ailleurs, est-ce qu'on doit les qualifier d'œuvres? Ou alors est-ce qu'on doit pouvoir les mettre à disposition, mais ne pas forcément les mettre dans des playlists, ou en tout cas de les voir un peu moins recommandés? Est-ce qu'il faut pouvoir interdire l'usage de l'intelligence artificielle générative, et quelle est dans ces cas-là la conséquence sur peut-être le manque d'opportunités créatives pour nos créateurs actuellement? Quel est le niveau d'information que vos auditeurs, d'après vous, demandent? Est-ce qu'il est important pour eux de considérer qu'il y a eu l'usage d'intelligence artificielle générative? Est-ce que, d'après eux, l'usage peut être accepté et peu importe? Et j'en finirai par une question. Est-ce qu'on peut qualifier, à partir de quand on peut qualifier un titre de 100% IA? Est-ce que c'est à partir d'un seul prompt, en fait,
quel est le niveau d'appréciation. On pourrait dire, voilà, ça c'est 100% IA, sans qu'il y ait eu un prompt au départ. Voilà pour cette première série de questions. Je vous propose, enfin, Monsieur le Président, vous répartira la parole. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais voilà, c'est comment on qualifie l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'il faut étiqueter? Est-ce qu'il faut informer l'auditeur? Est-ce qu'il faut mettre de côté ces œuvres qui ont beaucoup utilisé l'intelligence artificielle générative? Je sais que vous vous invitez à la nuance, mais je sais que cette question-là paraît aussi demander des réponses fortes aussi pour ne pas noyer l'auditeur ou les créateurs dans l'excès de nuance. Qui va prendre la parole? Je t'en prie. Monsieur Lanternier, allez-y. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame la députée, pour toutes ces questions qui sont évidemment éminemment complexes. Et donc, on va évidemment continuer à travailler là-dessus pour pouvoir trouver la bonne solution. Mais quelques éléments de réponse pour démarrer. Nous sommes une plateforme, comme le rappelaient mes collègues, qui charge un abonnement. Donc, il faut évidemment qu'on convainque l'utilisateur que ça a de la valeur pour lui. Et donc, c'est vrai qu'on a une tendance à commencer par l'utilisateur, dans notre façon de réfléchir. Qu'est-ce que veulent les utilisateurs de nos plateformes? Ils veulent avoir accès à tout le catalogue de la musique. C'est quelque chose, c'est une proposition de valeur qui est très importante, qui était le fondement du streaming, qui a permis l'arrêt du piratage. On a tous ensemble, collectivement, permis la disparition presque du piratage de la musique, parce qu'on a offert, pour un abonnement, l'ensemble du catalogue du monde. Et donc, on est attaché, d'un côté, à dire il faut avoir toute la musique du monde. De l'autre côté, on a cet afflux de musique IA, et je pense que certains ont un peu décrit les différents types de musique IA, qu'il va falloir mieux comprendre. On a d'un côté l'IA qui n'a aucun intérêt, qui est fait dans un objectif de fraude, qui est fait avec effectivement peut-être juste une phrase ou des bots qui créent des chansons à l'appel. Et à l'autre côté du spectre, on a des artistes qui passent des heures en utilisant l'IA à créer des musiques de grande qualité on voulait mentionner Velvet Sound, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de musiques créées 100% par l'IA, dans le sens où le résultat a été créé par un outil d'IA, mais qui a été généré après des heures de travail. Plus récemment, on a eu la cover de Papa Outé, qui a très bien fonctionné, donc une réinvention d'une œuvre Papa Outé, qui en plus a été transparente sur le fait que c'était une réinvention avec l'IA, qui a en plus attribué les droits et les crédits à l'auteur initial de Papa Outé. Et donc ça, c'est vraiment l'opposé du spectre. C'est une création, pour nous, c'est très bien, les utilisateurs sont contents, l'artiste est content. Il y a, entre guillemets, c'est un très bel exemple de ce que l'IA générative peut permettre. Et donc la question, c'est qu'est-ce que veulent nos utilisateurs? Donc ils veulent l'ensemble du catalogue. Donc c'est pour ça que chez Deezer, on a décidé de garder l'ensemble du catalogue et ne pas exclure les chansons créées par IA. Ensuite, il y a essayer de comprendre est-ce que c'est 100% IA ou est-ce qu'il y a du travail derrière? C'est plus difficile. Pour l'instant, ce qu'on a créé comme outil chez Deezer, c'est un outil qui identifie les chansons 100%, qui sortent 100% d'un outil IA, qui n'ont pas été retravaillées derrière. Et donc, notre première solution, qui n'est pas la solution idéale, on est très clair là-dessus, c'est un sparadrap pour un problème, mais qui demande une solution qui demande peut-être des antibiotiques, c'est de labelliser, d'informer et de sortir des recommandations algorithmiques pour que l'utilisateur ne reçoive pas ces chansons sans le savoir, que c'est des chansons 100% IA, et de taguer sur la plateforme les chansons IA. On a été la première plateforme à le faire, encore pour l'instant la seule. On pense qu'on va être suivi, on l'espère. Néanmoins, ça ne résout pas tout le problème, comme je disais. Je pense que c'est quelque chose de plus compliqué, puisque, comme vous le mentionnez, il faut qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui est de la création artistique et qu'est-ce qui est, comme les Anglais l'appellent, la slop AI, c'est-à-dire de l'IA qui n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire qui n'est pas créative, parce que c'est juste créé avec quelques prompts. Et ça, je pense, comme un peu la proposition de loi le propose, avec la transparence, qui est un autre sujet, il faut qu'on arrive à comprendre effectivement comment a été créée la chanson. Et il faut que les outils d'IA puissent ajouter des métadonnées, donc quand la chanson est livrée, qu'on puisse avoir des informations sur comment elle a été créée. Et donc ça, c'est un travail qu'il faut qu'on arrive à faire de façon évidemment efficace et qui ne crée pas trop de barrières pour qu'il y ait un standard qui fasse que
toutes les générations IA dans la création puissent donner des informations sur qu'est-ce qui a été utilisé pour les créer, quelle part de temps, quelle partie, est-ce que c'était les paroles, est-ce que c'était les instruments, etc., pour qu'on puisse arriver à définir quelle part a été créative, quelle part a été juste en utilisant l'outil. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra dire, voilà, il y a la part qui a été créée doit rémunérer la personne qui a créé, la part qui a juste utilisé l'outil doit rémunérer évidemment l'outil, mais le catalogue sur lequel l'outil s'est entraîné pour arriver à créer cette musique. Donc je pense que c'est transparence, enfin la solution. Donc on a quelques solutions en place. Pour aller plus loin, c'est plus de transparence sur comment l'outil crée la musique, quelle part est liée à la création, quelle part est liée à l'outil et au catalogue sur lequel il s'est entraîné, et enfin donner quelques éléments d'information à nos utilisateurs pour revenir et conclure là-dessus, l'importance de ce que veulent nos utilisateurs. Ils veulent de la transparence sur ce sujet. 86% des utilisateurs, vous citiez l'étude d'Ipsos, 86% des utilisateurs veulent savoir quand on leur sert de l'intelligence artificielle, et notamment quand c'est 100% intelligence artificielle. Merci. D'autres interventions? Oui, comme vous voulez. Madame Annie. Merci. Donc, quelques commentaires. Il y a beaucoup de questions, mais quelques commentaires pour commencer. D'abord, faut-il détecter, faut-il lutter contre la musique générée par l'intelligence artificielle? De notre point de vue, comme je l'ai déjà dit, nous devons absolument lutter contre la fraude. En fait, nous donnons une priorité très importante à toutes les utilisations qui ont un impact négatif sur les créateurs. Donc la fraude, l'usurpation d'identité, etc. Faut-il mettre de côté la musique générée par l'intelligence artificielle? Nous estimons qu'il ne nous appartient pas, nous, de décider quelle musique a le droit ou pas le droit d'être sur notre plateforme. Je prends l'exemple de la musique fonctionnelle qu'on appelle parfois musique d'ascenseur, qui est une musique qui existe depuis toujours, qui est générée par des équipements automatisés. Ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Nous n'avons jamais décidé de mettre cette musique de côté. Par contre, nous avons pris certaines mesures, par exemple, pour mettre un minimum d'écoute avant de payer des royalties, ces royalties IA. Donc, nous estimons qu'il ne nous appartient pas de décider ce qui a le droit ou pas le droit d'être sur notre plateforme, à partir du moment, évidemment, c'est une musique légale. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, de nouveau, je crois que nous voulons vraiment insister sur le fait que la musique générée par l'intelligence artificielle est très peu écoutée sur notre plateforme. C'est une partie infime des écoutes sur Spotify, donc il faut faire attention de ne pas mélanger l'importance de la production, qui effectivement arrive sur toutes les plateformes, et l'importance de l'écoute. Donc chez nous, nous voyons bien que les écoutes sont minimes. Pourquoi? Parce que c'est une musique qui intéresse extrêmement peu nos utilisateurs. Finalement, l'identification, certainement, c'est utile pour nos utilisateurs. C'est là où nous travaillons sur des instruments d'identification. Vous posez une question très juste. Il devient de plus en plus difficile de faire la part des choses entre une musique partiellement générée par l'intelligence artificielle et totalement générée par l'intelligence artificielle. Donc c'est là-dessus que nous travaillons. Je passe à Romain qui peut vous donner plus d'explications sur les instruments de détection. Monsieur Takeo, je vous en prie. Oui, merci. Oui, je pense que le monde de la fin de 2023, on a vu émerger ces premiers outils et maintenant un peu révolu. C'est-à-dire que de taper un prompt et d'avoir une musique qui sort, voilà, c'est quelque chose. Les outils ont énormément évolué depuis. Donc, notamment les acteurs de la génération de musique se sont rapprochés en fait des usages de plateformes d'outils de création plus classiques comme Pro Tools, Ableton, etc. Et donc il y a déjà une hybridation, en fait, une augmentation de l'intention humaine dans ces outils, ce qui rend très difficile de savoir, quand une musique est créée par un de ces modèles, quel a été le niveau en fait, de création. Donc ça, d'une part. Et puis d'autre part, l'effet inverse se passe chez ces acteurs plus traditionnels de la production de musique, comme Ableton, Pro Tools, qui sont en train assez massivement de s'équiper, de donner des outils de génération de musique directement dans ces plateformes. Donc les études montrent que les artistes adoptent, les artistes classiques adoptent ces outils-là de manière massive. Et donc ça, c'est vraiment le vrai défi. C'est que l'hybridation est déjà largement en cours et de nouvelles approches, même agentiques, vont rajouter de la complexité à tout ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête quand on approche ça. Et c'est pour ça que nous faisons vraiment la différence entre
Pour revenir à ce que disait monsieur Larjas sur une approche de l'IA comme outil et une approche de l'IA comme substitution, on se concentre énormément sur la détection de la fraude et la détection du spam, puisque c'est ça le problème. Donc, pour nous faisons une différence entre ces sujets. Merci, Monsieur Monin. Voilà. Merci. Oui, beaucoup de questions, Madame le rapporteur, et merci pour ça. Alors, moi, je ne sais pas si c'est la chance ou le privilège d'avoir passé plus de 30 ans dans l'industrie musicale et d'en avoir vécu beaucoup des révolutions, et je crois qu'on en a traversé ensemble quelques-unes. Donc, si on revient un peu sur l'histoire de la création musicale, l'invention du synthétiseur, du sampler, du vocoder, aujourd'hui, avec un simple ordinateur, on est capable de créer des choses absolument extraordinaires. Donc, il faut un peu voir l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans cette longue perspective-là. Et c'est ce qu'on disait, tant que c'est un outil qui est à la main des créateurs pour les aider à créer, on pense que c'est un nouvel usage révolutionnaire et on ne pourra pas lutter contre ça. Toujours dans le respect de la création humaine et du droit d'auteur, ce qui est fondamental. Je crois aujourd'hui, la position de Spotify est particulière, c'est que comme nous sommes leader mondial avec plus de 700 millions d'utilisateurs, l'année dernière, on a reversé 11 milliards de dollars à l'industrie de la musique. Donc nous, on se doit de travailler sur des solutions qui sont pérennes et qui sont acceptées par l'ensemble de l'industrie. Et avec, évidemment, une acceptation par les artistes. On ne peut pas se permettre d'étiqueter tel ou tel contenu sans avoir un minimum d'acceptation par les artistes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes se tournent vers nous pour nous demander comment on peut travailler avec cet outil-là sans être forcément mis au banc. Donc ça, c'est vraiment très important. On voit d'ailleurs aujourd'hui, et Romain le disait, que les choses évoluent très vite et beaucoup d'accords sont signés par les grands ayants droit avec les plateformes d'IA maintenant pour protéger les contenus humains et utiliser ces outils dans l'intérêt des artistes. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, dans ces périodes de révolution technologique, il y a toujours un moment de sidération et parfois de surréaction de l'industrie. On l'a toujours connu. Aujourd'hui, on a cité le rapport de la CISAC. Le rapport de la CISAC faisait des prédictions en disant la substitution et la perte de royauté pour les auteurs va être de temps. Ces prédictions commençaient en 2024-2025. Elles s'avèrent fausses. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de productions, très peu d'écoute. Et quand on élimine la fraude, et quand on élimine ces contenus qui n'ont aucun intérêt et qui ne sont pas écoutés, finalement, il n'y a pas de réelle substitution aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est profondément convaincu qu'à partir du moment où les garde-fous pour la protection de l'identité, de la création et du droit d'auteur vont être mis en place, et ce qui est en train de se passer, ce sera un outil formidable pour les artistes, et nous travaillons dans ce sens-là. Merci beaucoup. D'autres interventions? Monsieur Larjas. Oui, merci. J'aimerais partager trois éléments avec vous. Le premier sur la fraude, pour faire le lien avec ce qui a été dit avant aussi. Donc Qobuz a développé un outil de détection qui permet d'identifier et de supprimer les catalogues fantômes et les flux de streams artificiels générés par IA. Donc tous les streams frauduleux identifiés sont sortis des reportings et des paiements de redevances, très important, puisque nous appliquons une politique de tolérance zéro envers des pratiques qui lèsent la rémunération des véritables créateurs. Le deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'était aussi la voix de nos clients. Lors d'une enquête de satisfaction interne que nous avons menée en novembre 2025, nous avons posé la question à nos clients: que devrait faire Qobuz concernant la musique générée par intelligence artificielle? Je vais vous partager les chiffres ici, même s'ils n'ont jamais été partagés encore publiquement. Donc les répondants se sont exprimés de la sorte. 52% souhaitent que la musique générée par IA soit clairement identifiée comme telle. 51% sont favorables à son interdiction ou à son exclusion du catalogue Qobuz. 22% souhaitent qu'elle soit réservée à des catégories ou des playlists dédiées. Et 12% sont favorables à la musique assistée par IA, tout en excluant les œuvres entièrement générées par celle-ci. Donc c'est assez intéressant de voir aussi la nuance chez nos utilisateurs. Et dans des études récentes qu'on a menées en octobre 2025 sur des critères de choix des Français en matière de streaming musical, on a 10% qui disent accorder de l'importance à l'identification de la musique générée par IA dans le choix de leur plateforme. C'est une étude réalisée par YouGov. Et un troisième élément que je voulais partager avec vous, qui est probablement le plus important et ce qui définit tout l'ADN aussi de Qobuz, c'est l'importance de placer l'humain au cœur de l'expérience. L'humain est un rempart
contre les pratiques que vont pouvoir générer l'intelligence artificielle générative. Et dans un contexte d'hyperinflation de contenu généré par intelligence artificielle générative, l'humain, Qobuz, s'en tient à ces pratiques depuis 2007, c'est-à-dire la curation éditoriale humaine, donc des albums de la semaine, les Qobuzissimes qui sont des récompenses aux artistes émergents, les sélections des nouveautés, les playlists sont un rempart au contenu qui ne permettent pas de mettre en avant les véritables créateurs, les créateurs humains. C'est un choix assumé. On pense que c'est aussi une manière de ne pas laisser passer des contenus risqués, c'est-à-dire que nous choisissons ce qu'on met en avant et avant même de labelliser, d'étiqueter et de retirer ce qui pourrait nuire. À côté de ça, on est aussi en train de développer un outil de détection sur lequel on pourra partager des informations ultérieurement pour labelliser, étiqueter, l'ambition de Qobuz étant bien sûr la transparence, comme vous l'avez compris. Merci. Oui, Monsieur Ziesmann, je vous en prie. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire effectivement Pierre, on parle effectivement de quantité astronomique de catalogues générés par IA, soit de manière hybride, soit de manière totale. Effectivement, c'est un fait. Mais comment le consommateur, comment l'abonné arrive en fait à ces contenus? Parce que c'est une chose de savoir qu'il y en a des millions, voire des milliards. En fait, il y arrive de trois manières. Soit par une recherche personnelle volontaire, le moteur de recherche, soit par une recommandation effectivement éditoriale humaine, comme vient de le dire Pierre, soit par effectivement les algorithmes. Donc à partir du moment où on contrôle effectivement au moins la deuxième et la troisième partie, c'est-à-dire l'algorithme et la recommandation humaine éditorialisée, on répond quand même en partie à la problématique qui nous réunit tous ici. C'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'effectivement, Pierre vient de parler de bouclier, alors ça résout pas le problème, il y a toutes ces problématiques de fraude effectivement, mais toutes les personnes réunies ici sont à peu près d'accord pour avoir développé ou pour développer actuellement des outils qui permettent effectivement d'éjecter tous ces contenus frauduleux. Mais je pense que voilà, il y a effectivement des actes comme ce qu'on fait chez Qobuz qui sont aussi déjà des réponses à une grande partie des questions qui sont posées ici. Merci, Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Donc vous avez tous souligné qu'il y avait un grand nombre de titres qui arrivaient chaque jour ou chaque semaine sur les plateformes. Vous avez souligné que ce n'était pas forcément proportionnel au taux d'écoute. Et on vient d'aborder la question justement de comment on découvre un titre. On peut le rechercher, on peut nous le recommander, humainement, algorithme. Moi j'ai envie de savoir plus concrètement quelle est la façon dont vous mettez en avant et quelle est votre utilisation de l'IA, cette fois pas générative, mais de l'intelligence artificielle pour comprendre les comportements des usagers, leur recommander des titres. On a toujours la crainte d'être parfois enfermé, mais en même temps, notre propre comportement ne fait que vouloir aussi parfois s'enfermer parce qu'on adore un style musical ou autre. Quelle est la quelle est la marge de manœuvre que vous donnez aux auditeurs pour choisir d'être guidés ou d'être un peu libérés des algorithmes dans lesquels on pourrait être enfermé? Si on a bien compris qu'il y avait une curation humaine chez Qobuz, quelle est la part de la curation humaine chez Deezer et chez Spotify? On a le recours aux IA et aux algorithmes, j'imagine, chez les trois, mais quelle est la part de marge de manœuvre que l'on va donner à l'utilisateur? Et est-ce que vous avez, parmi vos recherches et vos liens avec les utilisateurs, noté une évolution récente de leur envie d'être un peu libérés, parce que plus conscients de la façon dont ils pouvaient être mis dans des bulles, ou au contraire, qu'ils font confiance aux plateformes, qui veulent juste être informés un peu plus, mais voilà, être guidés, c'est la question là. Vous savez, notre mission d'information, elle porte sur la création, la diffusion et l'acquisition de connaissances. Pour moi, la question de la diffusion, vous êtes vraiment au cœur, puisque vous êtes cette interface. Donc on a envie d'être davantage éclairé sur votre manière, vous, d'aider à faire qu'un titre va se retrouver dans les oreilles de vos auditeurs. Qui veut prendre la parole? Je vous en prie. Madame Ranier, allez-y. Son micro. Ça y est. Ok, merci. Donc oui,
fondamental pour la question de la recherche, la découverte de morceaux. D'abord, je vais commencer par 2 attentes essentielles de nos utilisateurs, prouvées par toutes les études de consommateurs que nous avons faites. Ils veulent d'abord la liberté de choix. C'est fondamental. Ils ne veulent pas qu'on leur impose des contenus. Deuxièmement, ils veulent des recommandations adaptées et pertinentes. Donc, ils veulent la liberté, mais en même temps, ils veulent découvrir des nouveaux morceaux. Et c'est toute notre politique de recommandation et découverte est basée là-dessus. Donc, il y a différentes manières d'accéder au contenu. D'abord, comme vous l'avez mentionné, la recherche par l'utilisateur, qui est en fait une grande partie des utilisations, donc des écoutes sur Spotify, recherche volontaire, la création de playlists individuelles. Nous avons des recommandations algorithmiques qui, elles, sont vraiment basées sur la personnalisation, donc en fonction du profil affiché par l'utilisateur, en fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il a skippé, donc ce qu'il a éliminé, ce qu'il a mis dans ses playlists. Nous avons un profil qui permet, en comparaison évidemment avec des tas d'autres profils, de faire des recommandations pertinentes. Donc sur base de ça, il y a énormément de personnalisation pour nos utilisateurs. Et enfin, il y a des playlists, je dirais, qu'on appelle éditoriales, qui sont faites sur base de thèmes ou sur base par des éditeurs qui recherchent un peu les tendances du marché. Mais les écoutes sont basées sur différentes, je dirais, ces différentes sources, sachant que chez Spotify, nous allons de plus en plus dans la question de la personnalisation pour l'utilisateur, même à la limite avec l'utilisation des algorithmes, où nous donnons à nos utilisateurs de plus en plus de choix et leur possibilité d'indiquer ce qu'ils aiment comme musique. Parce que comme je l'ai mentionné au début, ce qui est fondamental pour nos utilisateurs, c'est qu'ils soient contents sur la plateforme, qu'ils y reviennent, qu'ils se sentent compris, et donc à la fois, comme je l'ai dit, ils écoutent la musique qu'ils aiment, mais découvrent des musiques nouvelles. Donc nous ne cherchons surtout pas à les enfermer, nous ne cherchons pas à leur imposer quoi que ce soit, et donc c'est cette flexibilité qui rend le streaming attractif. Monsieur Gisman, vous vouliez prendre la parole. Vas-y. Non. Si. Oui, alors nous avons une application hybride, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est pas choisi ton camp camarade, c'est qu'on propose effectivement les deux à l'abonné. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la liberté totale qui va être la personnalisation, des recommandations vraiment personnalisées, et de l'autre côté quelque chose d'éditorial qu'on pourrait appeler en dur, c'est-à-dire qu'effectivement des choses qui sont imposées comme autrefois quand on rentrait dans un magasin de disques, il y avait le fascine des nouveautés et les vendeurs avaient placé, etc. Donc on a effectivement cette proposition hybride sur notre application qu'on a changée il y a un petit peu moins d'un an, parce qu'effectivement l'abonné veut de la liberté, mais il veut aussi des choix, des recommandations. Chaque vendredi, qui est le jour des nouveautés, ce sont des centaines et des centaines de nouveautés. Je ne parle pas du tout ici de musique, même générée par IA, on va dire de vraie musique, entre guillemets. Et dans ce tsunami de nouveautés hebdomadaires, l'abonné, quels que soient ses goûts d'ailleurs, a besoin aussi d'être un peu guidé. Ce n'est pas en fait quelque chose qu'on va lui imposer, c'est une proposition. La home de notre application qu'on appelle la Discover, comme son nom l'indique, Discover découverte. Donc on propose effectivement des découvertes. On parle effectivement souvent de personnalisation, comme si en gros on savait déjà ce que le mélomane allait aimer ou n'allait pas aimer. Je pense que la révolution de la musique digitale, ça a été effectivement d'amener énormément de porosité entre les styles. Autrefois, moi, quand j'étais dans la cour du lycée, on était métal, on était classique, on était punk, on était voilà. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux gens, qu'est-ce que vous écoutez, 99% des gens vous répondent, j'écoute de tout. C'est vrai, la majorité des gens écoutent de tout, ils peuvent avoir un genre principal, mais ils écoutent de tout. Et souvent, parfois, les algorithmes ont tendance finalement à gommer progressivement ce j'écoute de tout et à faire tourner un petit peu en rond, ce phénomène du poisson rouge où finalement on croit qu'on connaît bien les goûts du mélomane, mais finalement on ne lui fait pas découvrir tant de choses que ça. Donc nous on a une proposition effectivement chez Qobuz assez hybride, et sur la partie recommandation et personnalisation, comme l'a indiqué Pierre tout à l'heure, effectivement on contrôle notre algorithme. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité, nous, DSP, nous, plateformes de streaming, de savoir qu'est-ce qu'on met dans notre algorithme, qu'est-ce qu'on lui donne à manger. Donc nos recommandations hebdomadaires humaines nourrissent notre algorithme. Sélectionner les labels qu'on estime sûrs nourrissent également nos algorithmes. Donc voilà une manière aussi de répondre à cette problématique. Monsieur Monin. Oui, merci. En complément de ce qui a été dit précédemment, je crois qu'il faut absolument lutter contre cette perception qu'il pourrait y avoir une chambre d'écho et qu'on enfermerait nos utilisateurs dans les bulles. Je pense que pour toutes les plateformes qui sont présentes ici, ce serait absolument catastrophique. Et à la différence d'autres plateformes numériques
qui pourrait enfermer. Nous, justement, ce que disait Olivia précédemment, c'est le plaisir que retire l'utilisateur dans l'usage de nos plateformes est absolument essentiel pour continuer à son développement. Chez Spotify, on a la durée d'écoute la plus longue de toutes les plateformes parce que justement, on pousse à la découverte. Et que aujourd'hui, cette découverte, elle peut se faire de plein de manières différentes. Alors nous, on a plusieurs centaines de personnes dans le monde qui sont dédiées à l'éditorialisation et à la proposition de musique dans le monde. On est la plateforme qui, de fait de notre taille, a les plus grandes équipes d'humains, éditos, curateurs, qui s'occupent de toute cette proposition éditoriale. Elle est absolument fondamentale pour guider l'utilisateur quand il en a besoin. Mais comme l'a dit M. Disman tout à l'heure, la liberté de choix est aussi un élément absolument important qui permet d'avoir l'adhésion de l'utilisateur. La liberté de choix, c'est choisir la musique qu'on a envie d'écouter. L'immense majorité des écoutes sur notre plateforme se fait par le choix de l'utilisateur. La plupart du temps, ce sont les playlists que lui-même a confectionnées. Donc en fait, vous allez avoir cette hybridation des usages, comme le disait M. Disman, avec les playlists que nos éditeurs confectionnent, les recommandations algorithmiques en fonction des goûts utilisateurs, et comment lui va se constituer sa bibliothèque, ses playlists, etc. Grande partie d'écoute également, les recommandations des amis et du cercle d'amis. La notion de réseau dans la musique est très importante. Donc vous allez avoir énormément de playlists qui vont être partagées en famille, en amis, etc. C'est un gros élément d'écoute, et pour nous, l'effet réseau est absolument important. On le voit d'ailleurs dans la vitesse à laquelle aujourd'hui la musique se propage dans le monde, comment l'export de musique française fleurit aujourd'hui, comment nos artistes qui étaient très peu connus il y a un an deviennent aujourd'hui des superstars, on l'a vu aux dernières victoires de la musique. Donc aujourd'hui, la production musicale dans son ensemble et la production française n'ont pas de problème ni de diversité ni de découverte. On travaille d'ailleurs tous ensemble avec le Centre national de la musique à quantifier ce sujet de découverte, et depuis l'essor du streaming, la diversité musicale, la production française, la réussite des labels indépendants et l'export de musique française ne se sont jamais aussi bien portés. Donc on va continuer, je pense, tous à investir là-dessus, parce que je pense que c'est ce qui fait que les utilisateurs y trouvent leur compte, c'est ce qui fait que les salles de concert se remplissent et que des jeunes artistes sont découverts tous les ans. Merci, Madame la rapporteure. Si on a encore le temps, ouais, juste pour rapporter un petit peu sur notre approche, mais je soutiens complètement les propos qui ont été dits, notamment les propos de M. Monin sur l'impact positif sur pratiquement toutes les dimensions qu'ont pu avoir le streaming sur la découverte d'artistes locaux et leur importance en France et en dehors, et le rayonnement. Pour revenir sur ce sujet de découverte versus bulle, évidemment c'est une balance, l'utilisateur veut un peu des deux en fonction de son humeur, etc., et de son caractère, etc. Les principes fondamentaux qu'il faut avoir en tant que plateforme, c'est donner le choix et donner des outils pour avoir ce choix, et deux, la transparence qui permet de prendre les bonnes décisions en tant qu'utilisateur. Donc, en termes de choix, c'est mettre en place des pages dédiées, comme était mentionné, il y a une page découverte, une des 4 pages de Deezer, c'est la page découverte. Donc ça, c'est l'utilisateur qui doit avoir le choix de pouvoir découvrir. Dans les playlists, dans les recommandations automatiques, on a un bouton qui est: est-ce que je veux plus de favoris ou est-ce que je veux plus de découvertes? Voilà. L'utilisateur, en un clic, peut décider. Et donc pour nous, c'est très important, cette possibilité d'avoir le choix. Et ensuite, c'est la possibilité d'avoir le choix entre je veux une recommandation plutôt algorithmique ou je veux une recommandation plutôt humaine. On a 15 éditos spécialisés en France qui couvrent le marché français, qui créent des playlists, qui couvrent plusieurs centaines de playlists qui sont complètement faites par nos éditos humains. Elles vont être en compétition, entre guillemets, avec des playlists automatiques, et l'utilisateur, chaque utilisateur va choisir qu'est-ce qu'il écoute, et en fonction de ses choix, on va lui pousser plus ou moins les playlists qui lui plaisent. Et donc ça, c'est la partie choix. Ce qui est très important en plus du choix, c'est la transparence. C'est le fait que l'utilisateur puisse comprendre tous les éléments que l'algorithme a sur lui, et puisse revenir en arrière, dire voilà, ça, j'avais choisi cette chanson, j'avais effacé cette chanson, etc. Mais en fait, j'ai changé d'avis. Maintenant, donc, d'avoir cette transparence, et je pense que c'est quelque chose qui est fait sur le streaming, qui pourrait peut-être être utile dans d'autres types de plateformes, pour vraiment comprendre qu'est-ce que l'algorithme pense de moi, et donc qu'est-ce qu'il va me recommander, et donc quelle est la personne que je m'auto-façonne quelque part. On a l'autre élément, c'est de n'avoir évidemment
pas de considération commerciale dans ce qu'on recommande à l'utilisateur, dans les pays qui sont recommandés. Et enfin, ce dont on a parlé plus tôt, on va sortir aujourd'hui à toutes les 100% IA pour éviter cette mauvaise qualité de musique. Et on va encore une fois être transparente sur quelles sont les chansons IA pour que l'utilisateur puisse dire j'aime ou j'aime pas et que donc l'algorithme s'en nourrisse. Donc avoir le choix et avoir les informations pour pouvoir faire les bons choix. Allons-y, Madame la rapporteure. Ouais. Juste pour compléter par rapport à l'algorithme qui enfermerait les utilisateurs dans une bulle, on a réalisé des études en partenariat de mémoire avec le CNRS qui tendent exactement à montrer l'opposé. C'est-à-dire que plus on va utiliser les algorithmes de recommandation et plus vous allez découvrir d'artistes différents et de titres différents. Ces études sont disponibles. Elles s'appellent Records et je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Merci. Oui, Monsieur Larjas, oui, allez-y. Rapide propos. Simplement pour rappeler à quel point aussi Qobuz, mais toutes les plateformes, doivent forcément s'engager dans une recherche de diversité. Les biais existent forcément, donc les algorithmes font partie des outils qui peuvent accentuer ces biais. Chez Qobuz, c'est très important que la diversité soit toujours au cœur de toutes les décisions qu'on prend. Les équipes éditoriales qui sont moins nombreuses que certains de nos concurrents, mais qui sont aussi présentes sur tous les territoires, permettent à la fois de faire des choix qui sont internationaux mais aussi locaux, avec une approche de scène locale, de scène émergente, d'avoir des genres grand public qui sont mis en avant, mais aussi très souvent des genres moins grand public, qui sont des esthétiques plus fragiles, qui sont moins représentées au sein du streaming musical en général. Et pour cette raison, le choix de Qobuz, c'est l'humain, c'est la diversité, et de s'éloigner le plus possible d'une image qu'on pourrait avoir d'un miroir d'égout d'un utilisateur, mais plus d'une fenêtre qui ouvre sur des horizons plus larges et qui propose des choses que peut-être l'intelligence artificielle n'aurait jamais pensé à proposer. Bien, Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais précédemment, vous êtes à l'interface entre les créations musicales et notre oreille. Et en fait, vous mettez à disposition toutes ces œuvres à l'écoute potentielle de ce qui va servir à l'entraînement des modèles d'IA. Là, j'aimerais vous demander comment vous prévenez, par exemple, des robots qui pourraient venir chercher des données pour aller alimenter et entraîner les modèles. Vous savez qu'on a une vraie question sur l'utilisation des œuvres pour l'entraînement de l'IA. Ça suscite beaucoup de controverses. Certains vont parler d'un pillage, d'autres vont dire ils vont argumenter sur l'existence de l'article 4 de la directive de 2019 qui dit qu'on a un droit de fouille de données. On nous dit souvent, en fait, ce qui est sur Internet, moi, je vais le chercher, peu importe s'il y a des droits ou pas. Comment vous, parce que vous mettez des milliers, des millions de titres à disposition, vous garantissez l'expression d'un droit de réserve des ayants droit pour que leur musique ne soit pas utilisée pour l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous détailler plus techniquement comment on informe ces différents robots qui viendraient draguer des données sur le fait que, non, en fait, tout ça, c'est sous licence, c'est soumis à droit. C'est vraiment ce qui est au cœur, et on y reviendra un petit peu plus tard sur les essais aujourd'hui, de pouvoir clarifier cette question d'utilisation. Mais vous, en tant que plateforme, comment vous indiquez que ces titres sont soumis à droit? Est-ce que c'est une disposition générale? Est-ce que c'est accroché à chaque titre que vous hébergez? Je voudrais savoir comment, juridiquement et techniquement, ça tient. Alors, Monsieur Monin, Oui, alors, du point de vue de Spotify, mais je pense qu'on va être à peu près tous sur la même ligne, on s'est tous construits ici sur la légitimité, la légalité et la licence des contenus. Donc on est tous, j'ai envie de dire, main dans la main avec les ayants droit et les artistes pour faire valoir leur création et protéger leurs œuvres. Donc à partir de ce moment-là,
quand on a des dispositifs de lutte contre la fraude, quand on a des dispositifs pour éviter que nos catalogues soient pillés, etc., on travaille avec les endroits pour faire en sorte que la mise à disposition de leur catalogue via nos plateformes ne soit pas utilisée pour de mauvaises intentions. Donc on a beaucoup d'échanges avec aussi bien les organismes de gestion collective qu'avec les différents labels représentant des majors et des indépendants pour s'assurer que ce ne soit pas le cas. Parce qu'encore une fois, on est des plateformes qui licencient les contenus. Ce qu'on sait, c'est que les entreprises qui ont opéré ces fouilles sous la réserve de l'exception TDM, qui normalement est dans le cadre de la recherche. Donc voilà, c'est là qu'il va y avoir beaucoup de débats. Nous, on est avec les ayants droit qui représentent les artistes. On est garant, j'ai envie de dire, du respect du droit d'auteur. Donc de facto, ça nous place dans une position où on travaille avec les ayants droit pour s'assurer que les droits d'auteur des artistes et des interprètes soient garantis. Juste rajouter d'un point de vue pratique que les œuvres, la musique sur notre plateforme est protégée contre la copie. Donc on utilise des systèmes techniques qui ne permettent pas de copier à partir de l'extérieur. Donc la plupart des plateformes qui éventuellement auraient eu accès à la musique ou des services, ce ne sera pas sur nos plateformes en général, vu qu'on est protégé contre la copie et l'utilisation extérieure, ils auront sans doute trouvé la musique ailleurs. S'il y a une situation de fraude ou éventuellement un outil essaie de casser notre système, évidemment, c'est de la fraude, c'est illégal, nous les poursuivons. Mais donc, à la base, en accord avec les endroits, toute la musique, tout le contenu sur nos services est protégé contre la copie. D'autres interventions sur ce sujet? Oui, monsieur. Pardon. Effectivement, le streaming est né de la lutte contre la piraterie, quelque part, et donc, avec les ayants droit, évidemment, c'était une priorité absolue d'empêcher la copie pirate. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis très longtemps. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas empêché les outils d'IA de trouver l'information. Donc cette information, elle existe, ces catalogues existent sur des sites pirates. Et donc je ne pense pas que ça soit le sujet, un sujet très important, spécifique à l'IA, en tout cas pour nos plateformes. Nous, on a toujours été très clair sur le fait qu'effectivement, comme le disait M. Monin, on travaille main dans la main avec les droits d'auteur et on veut faire respecter ces droits d'auteur. Ce n'est pas 100% dans notre main, puisque nous, on nous livre un contenu via des distributeurs. Donc, il y a quand même pas mal d'intermédiaires entre la création et la distribution. Et donc, Deezer a pris quelques mesures proactives, encore une fois, qui ne sont pas parfaites, mais qui permettent, de limiter tous les impacts de la mauvaise IA qui est créée pour faire de la fraude en les sortant des algorithmes. Deuxième élément auquel on a participé qui aide l'industrie, on pense en général, c'est de partager ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut identifier qu'on a aujourd'hui plus de 40% des titres qui sont uploadés qui sont de l'IA. Et donc c'est un vrai sujet. Il faut que les ayants droit trouvent une solution avec ceux qui génèrent ces chansons pour partager les droits d'auteur, être rémunérés, etc. Et donc je pense que le sujet est vraiment là. On voit qu'il y a des accords qui commencent à se trouver. Je pense qu'il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Ça, on est très très clair. Mais voilà, c'est ce qu'on pense être notre rôle. On va un petit peu au-delà de notre rôle en faisant ça. Mais c'est en tout cas quelque chose qui a participé à la création de ces discussions et de ces quelques accords. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à faire que ces accords soient finalisés. Qui voulait prendre la parole? Oui, monsieur. Juste pour compléter, ces mesures techniques de protection, elles font partie des relations contractuelles, des obligations contractuelles qu'on a avec les ayants droit. Donc on les implémente évidemment parce qu'on s'engage à le faire. Et du coup, elles ont été récemment modifiées par les ayants droit suite aux problématiques de training justement sur le catalogue existant. Donc elles sont déterminées par les ayants droit et elles sont traitées de notre côté et implémentées de notre côté. Merci. D'autres interventions? Non. Bon, Madame la rapporteure, à vous. Pour revenir sur la question des droits d'auteur, et aujourd'hui on a une exception droit de fouille, en fait, pour rappel, les ayants droit doivent exprimer leur droit de réserve expressément, sinon on a le droit de fouiller. Et peu importe si c'était pour des fins de recherche ou pas, la lecture de l'article 4 a étendu considérablement cette possibilité.
quand je posais la question de comment on peut protéger, on a des crawlers qui viennent vraiment voir ce qu'il en est. On nous dit qu'aujourd'hui, ces robots ne savent pas forcément lire ce qui relève du droit de réserve, ce qui pousse à poser la question de l'inversion, de sortir de la logique de l'opt-out à l'opt-in, c'est-à-dire que les ayants droit, les créateurs, puissent exprimer la possibilité de voir leur œuvre utilisée. Donc ça, c'est l'autorisation. Après, ça donne droit à rémunération. Est-ce que vous avez des réflexions particulières sur ce sujet ? Ça se pose d'autant plus aujourd'hui qu'on a, et certains vous l'avez mentionné, des recommandations pour créer, par exemple au niveau européen, un tiers de confiance, un intermédiaire de confiance qui puisse faire le lien entre les développeurs de modèles d'IA et les ayants droit pour clarifier justement qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé. Mais aussi, et là d'une manière plus actuelle, une proposition de loi de 6 sénateurs, dont mesdames Darcos, Evren, monsieur Ouzoulias, monsieur Lafont, qui décide qu'en droit français, on changerait le régime probatoire, c'est-à-dire que la preuve qui aujourd'hui doit être rapportée par les ayants droit serait demandée aux développeurs d'IA de montrer qu'ils n'ont pas utilisé les œuvres. C'est une proposition de loi qui sera étudiée à l'Assemblée la semaine prochaine, au Sénat la semaine prochaine et le 8 avril au Sénat. Il y a eu un avis du Conseil d'État qui a été dévoilé hier. Quelle est votre position, vous, sur cette inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on présume que tout a été utilisé et c'est aux développeurs d'IA de démontrer que ça n'a pas été utilisé. Comment vous vous placez là et quel peut être le rôle des plateformes, et notamment parce que vous constatez sur l'utilisation de vos plateformes pour être éventuellement appelés à devoir fournir des preuves à la demande des développeurs d'IA ou à la demande des ayants droit, le cas échéant. Bien, nous voici in medias res. Qui veut prendre la parole? Oui, monsieur Larjas, je vous en prie. Pour introduire le propos, je pense que Cobuzz s'inscrit totalement dans cette proposition. Le passage à un système d'autorisation préalable opt-in, qui est effectivement un rempart qui nous semble indispensable pour garantir le respect des droits de la propriété intellectuelle. Ce ne serait pas le seul. Effectivement, la discussion autour d'un tiers de confiance pour centraliser les oppositions des ayants droit et vérifier l'usage effectif des données, ça paraît être une solution pragmatique également pour remédier à ces sujets. En fait, peut-être pas une seule solution qui puisse répondre à tout, mais peut-être des solutions complémentaires. Et concrètement, c'est un système qui doit être véritablement protecteur et qui doit s'accompagner en permanence d'une transparence totale. Et c'est pour ça qu'à chaque niveau, chaque acteur essaye de partager cette transparence. De notre côté, il s'agit par exemple du taux de reversement par stream, de l'ARPU, etc. Petit à petit, de la libellisation, de l'étiquetage. Mais en tout cas, la transparence fait partie des valeurs fondamentales qu'on se doit de développer dans chacun de nos actions et de nos décisions. Et dans ce cadre-là, à la fois l'opt-in et le tiers de confiance nous semblent être des solutions pragmatiques très intéressantes à continuer d'explorer et qui, j'espère, auront des retours positifs. Merci. D'autres prises de parole? Madame Régnier, je vous en prie. Donc, oui, ce point est très pertinent parce qu'effectivement, c'est un débat qui est en pleine, activité, en pleine discussion entre les ayants droit et les développeurs, notamment en IA générative, pas seulement en France, mais également au niveau européen et dans d'autres pays. C'est un débat auquel, en tant que plateforme, nous ne sommes pas partis dans la mesure où c'est vraiment une question de défense des droits par rapport à ceux qui utilisent la musique pour entraîner leur système d'IA. Néanmoins, de notre côté, nous sommes, comme j'ai dit au début, tout à fait en faveur du principe de l'autorisation des ayants droit, du principe de la rémunération. Donc nous sommes du côté des créateurs dans ce sens-là. Un point de nuance cependant, pour nous, c'est important de trouver les solutions pour que les créateurs puissent se défendre, mais il faut qu'il y ait un accord au niveau du secteur musical. Donc il y a des points de vue de créateurs, des points de vue de producteurs. Certains préfèrent des accords individuels, certains préfèrent des licences collectives. Et donc là-dessus, nous pensons que les ayants droit doivent s'accorder sur les mesures. Simonin.
Oui, si je peux me permettre encore un petit rappel historique, parce que j'ai l'impression qu'on est au début du streaming, où vous vous souvenez probablement qu'il y avait des débats profonds sur, on imaginait même une licence légale à un moment, de se dire, parce qu'on n'allait pas trouver le système avec les nouveaux usages pour rémunérer les artistes et les ayants droit, donc après tout, pourquoi pas créer une licence légale. J'ai l'impression qu'on est à cette fourchette encore, où, et je suis profondément convaincu qu'aujourd'hui, des plateformes comme Qobuz, Deezer et Spotify sont présentes aujourd'hui et en bonne santé, parce qu'elles ont choisi la voie des artistes, des ayants droit et du respect du droit d'auteur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le défi pour les sociétés qui produisent des outils à la création IA, c'est celles qui vont choisir la voie du travail avec les artistes et les ayants droit, les artistes qui vont finalement remporter cette bataille-là, cette bataille économique, parce qu'elles doivent vendre des outils, elles doivent vendre des logiciels, et que si pèsent face à elles des risques juridiques et de dommages d'intérêt énormes, c'est de toute façon pas bon pour leur business model. Donc je pense qu'on est vraiment encore un peu, ça me rappelle ce carrefour encore de l'histoire-là, où les plateformes qui vont choisir le respect des artistes, des ayants droit et du droit d'auteur vont être celles qui vont être les plateformes qui seront encore là dans 20 ans, et les autres probablement pas. Merci. Pas d'autres interventions. Monsieur Lanternier, je vous en prie. Non, je voudrais juste rappeler un petit peu, puis rajouter un dernier point. Je pense qu'on est assez aligné sur le fait qu'il faut une transparence sur ce qui se passe. C'est pas normal qu'on puisse pas savoir, donc il faut une transparence, un système d'audit qui permette aux ayants droit, aux auteurs de savoir ce qui a été utilisé, pourquoi. Il faut un contrôle, la possibilité de sortir et peut-être de rentrer, donc opt-in ou opt-out. Et il faut évidemment une compensation. Et si on a tout ça, nous, notre conviction, c'est que ça va fonctionner. On voit des balbutiements, ça met un petit peu de temps. Peut-être qu'il y a besoin de régulation. En tout cas, il faut qu'il y ait un accord. C'est-à-dire qu'il faut que les outils d'IA puissent dire « j'ai une licence ». Et s'ils n'y arrivent pas, il faut que le pouvoir public les pousse à y arriver. Par contre, le dernier point que je voudrais rajouter en tant que plus en tant que Français qu'en tant que Deezer, c'est que la chose qui me fait peur, c'est qu'évidemment on bloque plus nos entreprises françaises et européennes plutôt que les autres. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le garder en tête. C'est le risque. Madame la rapporteure, à vous. Peut-être pour rebondir sur l'idée de licence légale qui avait pu être discutée, on a eu il y a quelques jours une tribune faite par un des cofondateurs de Mistral qui considère qu'il faudrait mettre en place une contribution qui toucherait les fournisseurs d'IA, que ce soit des Européens ou des extra-européens, mais à partir du moment où ils agissent et ils fournissent des services en Europe, devrait être soumis à cette contribution reconnaissant que des œuvres ont été utilisées pour l'entraînement et que cette contribution alimenterait un fonds de création et de soutien à l'investissement dans la création. Qu'en pensez-vous? Est-ce que justement ça vous rappelle des idées d'il y a quelque temps, au moment où les ruptures technologiques avaient marqué le système de la musique? Est-ce que vous voyez ce système compatible avec le fait de pouvoir poursuivre des accords de licence, ou au contraire ça enlèverait la poursuite de ces accords de licence? Je précise que cette idée de contribution ne s'appliquerait que pour l'entraînement, pas forcément pour l'exploitation des outputs, de ce qui pourrait être créé via les modèles d'IA. C'est assez récent comme débat, mais j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Monsieur Onin, je vous en prie. Ou Madame Régnier. Oui. De nouveau, de notre point de vue, pour nous, c'est vraiment une question que les ayants droit, à laquelle les ayants droit doivent répondre. Certains seront peut-être en faveur, d'autres sont nettement plus en faveur d'accords négociés collectivement, en y voyant plus de valeur, notamment financière et commerciale. Donc, de notre point de vue, en tout cas, c'est vraiment aux ayants droit à répondre à cette question. Merci. D'autres prises de position sur cette question-là? Monsieur Lanternier. Je pense qu'on peut saluer l'esprit. Je pense que c'est la reconnaissance que si on génère de la valeur économique en s'entraînant sur un catalogue de musique qui a été créé par des humains et sous droit d'auteur, il faut rémunérer ces humains et ce droit d'auteur. Donc je pense que l'esprit est bon. C'est une version assez simpliste qui permettrait notamment de résoudre le problème et le risque très important de privilégier d'autres acteurs versus des acteurs français et européens. Donc en ça, je le salue.
je pense qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose d'un peu plus malin. Le risque de ça, c'est évidemment comment on alloue cet argent. C'est probable qu'il y ait des solutions. Encore une fois, on voit des débuts d'accords. Et donc, comme il a été dit, je pense que c'est avant tout aux ayants droit de s'exprimer. Nous, on voit des solutions, on voit des accords qui arrivent. On pense qu'il faudrait donner la chance à ces accords pour créer quelque chose qui va être plus précis, donc qui va permettre de mieux rémunérer la création qui crée de la valeur plutôt qu'une somme d'argent qui serait répartie de façon, ce sera très difficile de bien la répartir. Donc, bon progrès. Peut-être qu'on peut faire encore mieux. Merci. Oui, Monsieur Larjas. Simplement pour aller aussi dans le sens de mes camarades de Deezer et Spotify, mais pour dire que je pense que c'est important de saluer les initiatives et les idées qui arrivent sur ces sujets-là. Tout n'est pas parfait, comme toutes les décisions que nous prenons, nous non plus, ne sont pas toutes parfaites. Donc c'est important de soutenir les discussions qui ont lieu, y contribuer, évidemment, les nourrir. Et encore une fois, Qobuz, je suis certain que toutes les plateformes seront disponibles pour y contribuer pleinement. Mais ça fait partie de la dynamique. C'est une technologie qui avance très très rapidement, avec des impacts très importants, très larges. Donc il faut saluer toutes les dynamiques de réflexion qu'il y a autour de ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que l'une d'entre vous l'a mentionné explicitement, mais j'aimerais poser la question à tout le monde. Vos plateformes de streaming entretiennent-elles des relations avec les services d'IA de création musicale? Si oui, quelle est leur nature? Et comment avez-vous accueilli l'accord conclu il y a quelques mois, en novembre 2025, entre le service de création musicale Suno et Warner Music Group? Selon vous, est-ce que ça ouvre la voie à de nouveaux revenus pour les créateurs, ou cela risque-t-il au contraire d'accroître le nombre de titres artificiels mis en ligne sur les plateformes de streaming, avec le risque de dilution, de rémunération, de partage de la valeur? Qu'en pensez-vous? Donc pour ce qui est merci beaucoup. Pour ce qui est de Spotify, donc nous n'avons aucun accord direct avec les acteurs de la génération de musique par intelligence artificielle, puisque nos accords sont avec des distributeurs qui ne sont pas ces acteurs-là. Et pour ce qui est de votre question, je pense que, comme dans l'esprit de ce qui a été dit, on salue toutes les négociations qui ont lieu en ce moment entre ces acteurs et les ayants droit. On pense que c'est à eux de trouver le modèle économique qui va fonctionner. Est-ce que ça serait un risque de dilution? Nous, on considère qu'à partir du moment où les ayants droit se mettent d'accord et où il y a une rémunération qui est mise en place, ça sera plutôt un outil de création et quelque chose de positif à accueillir. Merci. Oui, Monsieur Larjas. Alors d'une part, chez Qobuz, on n'entretient aucune relation avec les services d'IA de création musicale. Notre stratégie de développement et les choix de partenariat qu'on fait sont dictés par les attentes de nos abonnés. On est constamment à leur écoute et on constate que la musique générée par intelligence artificielle ne suscite pas d'intérêt, c'est ce que je vous ai partagé aussi tout à l'heure. On n'a recensé aucune demande en ce sens et nos clients viennent chercher chez nous une plateforme, une exigence de qualité, d'authenticité et de véritable création humaine. En ce qui concerne l'accord entre Suno et Warner, d'une part, on n'a pas eu accès aux détails de cet accord. Donc, évidemment, si les ayants droit, contre rémunération, consentent à cet accord et aux modalités de cet accord, ça peut être une ouverture intéressante. Il arrive un peu tard quand même, après l'entraînement sur tous les catalogues existants. Évidemment, ça pose des problèmes, ça pose des questions de consentement de toutes les parties prenantes aussi. On parle des ayants droit, mais on parle des ayants droit en général, au sens large. On parle pas, c'est pas juste un artiste. Donc, théoriquement, si ça peut ouvrir la voie à de nouveaux revenus pour les ayants droit, c'est intéressant. C'est important que aussi on ait plus de transparence et plus de visibilité sur les contenus de ces accords et de continuer de œuvrer à protéger l'écosystème de cette manière-là. Merci. Oui, tout pareil pour Deezer, pas d'accord, aucun accord avec des acteurs de l'IA générative et on salue tous les efforts pour trouver des accords de branche, entre guillemets, dans l'industrie.
c'est sûrement pas parfait, il y a encore beaucoup de travail, mais ça va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Ouais, ça me paraît essentiel de vous avoir écouté, puisqu'il y a encore quelques années, vous n'existiez pas, les plateformes n'existaient pas, et pourtant vous avez pu, chacun d'entre vous, revenir sur les changements majeurs que la technologie avait pu provoquer dans notre rapport à la musique, de montrer que ça avait été parfois dépassé, mais que c'était au prix aussi de beaucoup d'attention sur la répartition de la valeur. Donc merci beaucoup pour votre contribution. Nous aurons jeudi aussi des acteurs de la filière musicale, et pour moi c'était important qu'on puisse vous écouter, parce que vous êtes sans doute le secteur culturel qui a le plus expérimenté ces changements-là il y a quelques années, avant que ça touche d'autres secteurs culturels. Je vous en remercie. Bon, nous arrivons donc au terme de notre audition. Nous voulons vous remercier pour avoir éclairé la mission d'information. Nous avons bien entendu que pour vous, l'IA n'est pas une menace, mais simplement un des moyens, parmi d'autres, de favoriser la création humaine, la création musicale. Que de ce point de vue-là, vous maîtrisez le processus. Nous avons également compris que du point de vue éthique, juridique, économique, vous faites le choix de la création humaine, y compris assisté par IA, bon, c'est pas un problème, et que et du respect du consommateur. Donc ceci est bien noté, et nous vous remercions pour votre contribution. Bonne fin de journée. Merci.